on arrive à la fin de l'émission déjà. Je vous avais dit que ça passerait vite. Petit jingle, maestro, s'il vous plaît. Alors, si c'était à refaire, est-ce que vous le referiez ? Quoi ? Oui. Cette aventure française. Et 2, alors première question, vite fait. Et ensuite, je voudrais juste l'anecdote qui va bien sur la différence culturelle, le message que vous n'avez jamais réussi à faire passer à des interlocuteurs. Bon, Tony, pour vous, c'est facile. Le message, il passe de vous à vous. Donc ça, c'est simple. Mais, par exemple, Cécile, quel est le message que tu... Quel est le travers français qui n'est jamais passé au siège à Rotterdam, par exemple? C'était plus simple. Mais vas-y. Et puis alors, même si je parle allemand, c'est compliqué. Hein. Alors pour répondre à la première question, oui, je pense clairement que c'est quelque chose qui serait refait sur la France, déjà parce qu'on est le deuxième pays du groupe sur la partie ski, et donc la clientèle française est ultra importante pour le produit ski, donc toute la partie hivernale de l'activité de Sunweb. Et puis j'ai envie de dire que pour l'été, l'avenir nous le dira, hein. Pour l'instant, Pour l'instant, on expérimente, on teste, et c'est aussi une boîte qui permet de faire ça, donc c'est assez appréciable. Pour l'anecdote, je pense qu'il y en a 2 principalement, et c'est plus en termes de culture au sein des équipes. La première, par rapport au siège donc, qui est aux Pays-Bas, hein, avec lequel on travaille tous les jours. Je dirais que principalement, c'est au niveau des horaires qu'il faut arriver à coordonner les équipes, hein, parce que moi, quand j'arrive à avoir tout le monde au bureau à 9h30, j'allume un cierge. Aux Pays-Bas, à 8h, tout le monde est déjà en train derrière son PC de se connecter. Donc eux, ils pensent qu'est-ce qu'ils sont flemmards, ces Français. Par contre, à 17h, ils sont tous partis. Donc quand nous, on essaye d'appeler quelqu'un à 17h10, on se dit, mais ils foutent rien, c'est hollandais. Voilà. Donc ça, c'est vrai qu'il faut arriver à réconcilier... Et c'est tout simplement expliquer en fait. Hein. Et puis la deuxième chose, je pense que c'est vraiment au niveau ce qu'on est en train de faire. Voilà, moi je pense que ça fait partie quand même de la vie, de passer un bon moment ensemble, de parler autour d'un bon repas. Et ça, c'est vrai que culturellement, avec les Pays-Bas, c'est un peu compliqué. Ma première réunion avec donc, justement tous les patrons des différents pays, on avait reçu une invitation pour la réunion début 11h du matin, fin 15h. Je me suis dit, ça va être rapide parce qu'avec 2 heures de pause déj, on va aller au resto, on va prendre du temps. Donc pas du tout, hein. On commence à 11h, on finit à 15h, mais il n'y a même pas la pause réglementaire café. Hein. On bosse non-stop, donc c'est vrai qu'à 14h... à quelle heure est réservé le resto ? On y va à quelle heure ? Donc j'ai bien vu qu'effectivement, c'était pas du tout l'esprit. Donc ça, voilà, ça fait partie aussi des petites différences culturelles. Et à l'inverse, quand j'ai fait venir tous les directeurs marketing des différents pays où on a été reçus royalement, pour ceux qui connaissent, chez Vente Privée, enfin VP maintenant, hein, donc la magnifique... salle de restauration où on passe 3 ou 4 heures aussi à table dans d'excellentes conditions. Je peux vous dire que là, les Hollandais se sont dit, si c'est ça le business en France, on va revenir plus souvent, exactement. Voilà, donc c'est plus ces petites différences culturelles qui sont rigolotes au quotidien. Bien sûr, ouais. Nicolas, tu as une anecdote c'est plus sérieux? Je pense que, en fait... ce qui est très difficile à faire comprendre, c'est cette nature ou culture, je sais pas, plutôt les deux d'ailleurs, je pense, des Français à toujours vouloir questionner les choses, même quand les décisions sont prises, pour être sûr que c'était la bonne décision. Et je pense que c'est une des spécificités des Français dans un groupe aussi internationalisé que le nôtre, et qui peut créer des fois des incompréhensions et de l'agacement, c'est que même quand la décision est prise et quand tout le monde y adhère, y compris les Français, on a quand même, et je crois que ça vient de notre éducation, on a quand même cette tendance systématique à vouloir se reposer la question, mais au fond, est-ce que c'est la bonne décision ? Ce qui ne remet pas en cause l'adhésion, hein, mais on a quand même cette espèce... je pense que c'est notre éducation à l'école qui nous apprend peut-être à l'excès à vouloir exercer notre esprit critique par rapport aux choses. Donc on est toujours dans le questionnement. Alors ça, c'est très compliqué
a fortiori pour certaines cultures, où il y a un sens assez aigu de la discipline et de l'ordre une fois que l'ordre a été donné. Voilà. Après, sur les anecdotes, ce qui me fait rire, moi, c'est que ce que je constate, et d'ailleurs mes collègues d'autres nationalités parfois le voient aussi et s'en amusent, c'est que finalement, sous des dehors de peuples assez indisciplinés, voire révolutionnaires, eh ben, on constate assez régulièrement que dans le fond, on est parfois extrêmement discipliné et beaucoup plus que d'autres qui le paraissent davantage et qui en réalité ne le sont pas autant. Donc ça, c'est très intéressant et ça donne parfois quelques échanges, je dirais, verbaux qui me font rire. C'est-à-dire qu'un collègue hollandais, allemand, qui me dit « Mais en fait, finalement, les Français, vous êtes étonnants parce que vous êtes contre tout, mais vous exécutez mieux les choses et de manière plus disciplinée que les autres. » J'y dis oui. Donc il y a ce qu'on montre, parce que c'est notre nature, et puis voilà, on est assez éruptif, hein, peuple latin, parmi les latins, peut-être pas autant que les Italiens, les Espagnols, mais assez éruptif. Mais en réalité, ce qui paraît être pourrait passer pour de la discipline, en sous-jacent, il y a une discipline, et parfois elle est meilleure que celle qui le... Voilà. Donc ça, c'est assez drôle. Et à ton avis, tu n'es pas obligé de répondre, si c'était à refaire, tu penses que... Oui, bien sûr, bien sûr. Probablement un peu différemment, parce qu'on apprend toujours de son expérience, mais il n'y a aucune... si c'était à refaire, bien sûr, il faudrait le refaire, parce que c'est quand même un succès aujourd'hui. Hein, on ne fait pas impunément, on fait pas on n'est pas maso au point de faire 350 000 clients par an en tour operating, 700 millions d'euros de volume d'affaires, et se dire pourquoi on fait ça. Enfin, c'est évident que voilà. Et donc il y a forcément des choses qu'on aurait pu faire différemment, a fortiori si on avait su à l'avance ce qui allait nous tomber dessus, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que en France, on a quand même enchaîné un certain nombre de choses. La première chose, c'était quand même cette surexposition historique du marché français à l'Afrique du Nord, qui quand même a fragilisé terriblement tous les tours opérateurs dits de masse, hein, mainstream. Et puis après, la crise économique de 2008, l'émergence du web, derrière laquelle tous les acteurs nationaux essayent de courir, mais sans y arriver, ils ne peuvent pas y arriver. Ils ne sont pas nés comme ça, et ils ne sont pas valorisés, les entreprises ne sont pas valorisées de la même manière que les startups du web. Hein. Nous, on est valorisés à court terme, à la bourse, comme beaucoup d'entreprises globales, tandis que ces boîtes se valorisent sur l'espérance de croissance, donc ça crée des biais dans la capacité à investir. Et puis, après, on a eu, conséquence de cette surexposition au marché d'Europe du Nord, on a le printemps arabe qui a beaucoup plus affecté le marché touristique français que dans les autres marchés. Parce que Cécile le disait, les Hollandais ne sont pas vraiment super fans de la Tunisie. Voilà, il y a des décisions qui sont très très françaises, voilà, et qui avec tous les problèmes géopolitiques ont créé, voilà. Donc, mais évidemment, si on avait su ça avant, on aurait probablement mieux anticipé, nous tous, et on s'en serait sorti un peu mieux. On a été pris de court par ce phénomène. Et puis la crise économique de 2008, évidemment. Bien sûr. Je finirai par vous, Tony, parce que vous êtes le plus francophile des germanophones. Axel, si c'était à refaire... Mais je dis non seulement l'on ferait, mais de la même manière, c'est-à-dire on apprend, on fait des erreurs, on vit des succès, mais pour une entreprise internationale se lancer et réussir sur le marché français, je pense que c'est un mix de deux choses. Crème brûlée, on profite. C'est un mix de deux choses. C'est ça, c'est exactement ça. Mais voilà, c'est avoir une écoute en centrale, d'avoir une bonne entente entre le local et le central, c'est-à-dire de ne pas faire du copier-coller, imposer un modèle et vraiment comprendre dans ce qui se passe en France. Donc, nous on a la chance chez FTI d'avoir en centrale des gens qui ont su écouter. C'était pas le cas au départ. Ils se sont adaptés, on leur a dit vous voulez réussir sur le marché français, écoutez. Ok, vous faites 6 millions de passagers dans le monde, nous on n'est rien, mais on va pouvoir contribuer, donc on est encore loin à nous prendre. Mais on se bat. Mais derrière, voilà, cette entente centrale et locale. Et puis, j'attache beaucoup d'importance à l'humain et à nos équipes, le recrutement. Alors, la chance que nous avons dans la petite histoire, c'est autant j'ai fait ma carrière à Paris, autant on est maintenant dans l'est de la France. Et en fait, c'est moi qui ai dû m'adapter.
À 8h, j'ai déjà 50% de mon staff qui est derrière l'ordinateur. Donc au début, c'était un peu surprenant. Ben, voilà, donc là, c'est assez... Donc ce qui fait que vis-à-vis des autres pays, nous, au niveau des horaires, tout se passe très bien. Et pour la petite histoire, bon, qui n'est pas drôle du tout, mais voilà, c'est effectivement le fait que notre maison mère, au départ, nous disait déjà, faites bien votre boulot, puis après, on verra pour adapter les différents produits au marché français. Je parlais des clubs tout à l'heure, et notamment le club FTI Privilège, il m'a fallu beaucoup de temps pour convaincre ma maison mère. Leur dire, parce que c'est quelque chose quelque part de très français ou latin, même si les Anglais et les Allemands en font aussi. Je pense que c'est pas la même mentalité. Le club, c'est quand même quelque chose de très, très français. Et donc, encore une fois, il m'a fallu du temps pour les convaincre. Et une fois qu'on l'a fait, on a fait donc, alors ce qui est rien par rapport à nos très chers collègues, on a fait 1000 clients en 2 mois. Donc pour nous, en lançant un produit, c'était mieux que ce qui était prévu, pour être clair. Et ce qui était pas mal, c'est qu'on commence à avoir des demandes des clients allemands qui sont dans nos hôtels et qui voient les Français donc en VIP, avec notre formule club et qui maintenant réclament le même type de service. Donc, retournement de situation, et je rêverais, si on avait la chance de se retrouver ici dans 1 an ou dans 2 ans, de vous dire, finalement, on a lancé, l'idée française est partie d'ici et on a su l'adapter et le lancer sur notre marché. Tony, le mot de la fin. Si c'était à refaire, jawohl. Bien sûr. Ah, ok. À 100%. Voilà, 100%. Et l'anecdote alors, une anecdote de cette longue carrière avec des Français, c'est difficile? Moi, anecdote, je sais pas, anecdote comme ça, comme nous, on pense tellement français. Il faut dire aussi que l'Autriche s'est située entre les pays latins, l'Italie et les pays germanophones. Et on dit toujours que nous avons pris les avantages de deux. Alors, anecdote. Moi, je me souviens, une fois, tout le monde chez nous au bureau a beaucoup rigolé quand l'office des statistiques autrichiens qui ont appelé chez nous pour demander qu'à Stans, c'est un petit bled avec 2000 habitants, qu'ils ont dit qu'après Vienne, à Stans, il y a le plus de nuitées des clients français. Alors, ils ont trouvé ça incroyable, ils ont pensé à des erreurs, etc. Ça, c'était bien rigolo. Mais avec des clients comme ça, non, mais nous, on est très contents avec nos clients et on va tout faire pour que les clients soient contents avec nous aussi dans la vie. Parfait. Bien, je crois qu'on va s'arrêter là, sur cette note positive. Je pense qu'autour de la table, tout le monde est convaincu de ce marché français. Donc, bonne vente, à bientôt. Et merci infiniment à tous pour ce très bon moment patriotique, européen. Et voilà. Vive la France et vive l'Europe. Une petite Marseillaise pour finir.